Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air et Cosmos cette semaine, avec au menu le supersonique silencieux qui avance enfin aux États-Unis, Ryanair qui voit son avenir en rose, les écranoplanes qui reprennent du service un petit peu partout dans le monde, l'architecture du futur drone taxi électrique d'Airbus qui a été révélée, mais on commence tout de suite avec l'Airbus A330 MRTT qui pourrait revenir aux États-Unis après le premier échec de 2006. Airbus avait à l'époque gagné le contrat, mais il avait été remis en jeu jusqu'à ce que Boeing finisse par le gagner, avec son KC-46 qui est une adaptation du Boeing 767 avec un cockpit de Boeing 787, un contrat à 35 milliards de dollars pour la fourniture de 179 avions, mais là Airbus revient cette fois-ci avec Lockheed Martin qui est en première ligne pour cette offre. Acheté américain, avion américain, produit aux États-Unis, parce que la grande différence, c'est que cette fois-ci, la ligne d'assemblage pour l'Airbus A330 serait directement aux États-Unis, avec une ligne qui serait créée à Mobile, dans l'Alabama, pour 12 à 15 avions qui seraient produits chaque année. Et c'est pour ça que dans ce contrat, on ne parle pas d'A330 MRTT, on parle du LMXT. Parmi les exigences, il y a une capacité de ravitaillement qui serait 30 000 livres supplémentaires à ce qui est aujourd'hui proposé par l'A330 MRTT. Donc il y aura un travail de conception et d'ingénierie de la part d'Airbus. Néanmoins, on sait qu'ils savent le faire puisque c'est exactement ce qui a été réalisé sur la 321 XLR qui, par le réaménagement des soutes, a permis de rajouter en fait un réservoir, ce qui lui donne aujourd'hui cette allonge incroyable par rapport à la série des monocouloirs habituels. En tout cas, là dans l'offre, très clairement, c'est très agressif. Lockheed souligne en particulier les retards, les hausses de coûts et les soucis qualité qui ont été rencontrés par le KC-46 de Boeing. Et il rappelle aussi que cette offre, même si effectivement c'est pas l'Airbus A330, il est quand même basé sur l'Airbus A330 qui est déjà validé pour le ravitaillement du F-15, du F-16, du F-22, du F-35, du A-10, du B-1B, du C-17, du E-3, du E-7, du P-8 Poséidon. Donc très clairement, on se base sur un avion qui a une grande expérience, qui a accessoirement été choisi par 13 pays différents, alors qu'à l'inverse, il n'y a qu'Israël et le Japon qui avaient acheté le KC-46 de Boeing. On s'en souvient en plus, le Japon qui avait quelques difficultés, notamment dans le soutien et le coût de la maintenance qui était surfacturé par Boeing, donc encore un petit peu peut-être des éléments supplémentaires en faveur de l'alliance entre Airbus et Lockheed Martin. On passe dans le civil avec Ryanair qui vient d'annoncer ses prévisions qui font pâlir d'envie toute la concurrence. Leur objectif est désormais d'atteindre 225 millions de passagers en 2026, contre seulement 149 millions avant la crise. Ils créeraient en même temps 5000 emplois, ce qui compense largement les 3000 emplois qui ont été détruits suite au coronavirus, mais certainement aussi que ça va être une opportunité pour eux d'encore optimiser l'efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne. Ils ont certainement détruit des emplois, notamment dans les bureaux, et ils vont reprendre des gens qui sont opérationnels sur le terrain, des PNT, des PNC. Tout ça, ça va s'accompagner évidemment d'un accroissement de la flotte, avec la version du Boeing 737 MAX qui s'appelle le Boeing 737 8200, qui est une version un petit peu dédiée, qui est spécifique à Ryanair, qui a 210 exemplaires qui doivent être livrés sur sa période. Et très clairement, ils sont à l'assaut, avec l'ouverture de 10 nouvelles bases en Europe cette année. Si on regarde simplement la France, il y a Beauvais, sur laquelle des avions sont basés désormais. C'est le processus de normalisation que souhaite Ryanair, ils payent leurs impôts, il n'y a plus de dumping social et fiscal comme on pouvait l'avoir par le passé. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et à Beauvais, il y a désormais 10 nouvelles lignes qui sont ouvertes vers 53 destinations qui vont être maintenues cet hiver, ce qui est évidemment très important. Tout ça, ça confirme simplement la bonne santé des compagnies low cost qui ont un marché qui surperforme très largement le secteur aérien, parce qu'ils n'ont pas besoin des professionnels, ils ont très très peu de clients pro, c'est principalement du loisir et du trafic affinitaire, c'est-à-dire on va voir sa famille, et quelles que soient les limites, tout le monde va voir sa famille une fois par an. Et donc ce marché sur lequel travaillent les low cost, il fonctionne particulièrement bien, il est déjà rétabli, et d'ailleurs c'est en parfaite opposition à ce qu'on vient de voir, les annonces d'Aéroports de Paris. La moyenne européenne est 2025, mais les compagnies traditionnelles, ça pourrait être même plutôt 2027 pour leur rétablissement complet, notamment parce qu'elles sont assises sur les professionnels et sur les vols long courriers qui sont les plus longs à se rétablir après la crise, une fois qu'il n'y aura plus de limitations. On reste dans le civil avec Vueling qui a raflé la totalité des slots qui ont été libérés par Air France à Orly. Vous vous souvenez qu'Air France avait eu l'obligation de céder des créneaux sur l'aéroport d'Orly qui est saturé afin que la recapitalisation à 4 milliards d'euros soit acceptée par la Commission européenne. L'objectif évidemment c'était d'éviter qu'une aide qui soit reçue par une compagnie qui ne fausse la concurrence, et en plus l'État français avait ajouté une obligation écologique qui était de réduire l'empreinte carbone d'Air France sur le territoire national. La façon la plus facile de le faire évidemment c'est d'interdire des vols.
vols, c'est ce qu'ils ont fait par exemple en interdisant les vols vers Bordeaux. Je vous avais dit à l'époque que ce serait une mauvaise idée écologique, on y est maintenant. Au lieu de faire des Paris-Bordeaux, on aura des vols encore plus lointains, et donc le bilan carbone de l'aéroport d'Orly va être plus mauvais maintenant que ce qu'on avait par le passé. C'est un autre débat. En tout cas, Vueling reçoit 18 créneaux quotidiens. Ces vols vont commencer en novembre, et Vueling a été choisi a priori parce qu'elle offrait la meilleure connectivité. C'est quand même une surprise, il y a plein d'autres compagnies aériennes qui avaient postulé, et on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une répartition entre plusieurs compagnies aériennes. Vueling a tout raflé, félicitations à eux. On part vers les écranoplanes, ça vous paraît peut-être lointain, des lointains souvenirs, mais en réalité, les opérations amphibies qu'on est en train de voir se développer dans l'océan Indien appellent à un retour de ces appareils qui sont mythiques. Le concept, il est simple, c'est que vous avez un avion qui va voler tellement bas qu'entre sa coque ou son fuselage et la mer, il y a tellement peu d'épaisseur que finalement il y a un coussin d'air qui va se créer, ça permet de s'appuyer, ça réduit la traînée, ça augmente la portance. Au final, on a un appareil qui a la capacité en volume et en fret de déplacer autant qu'un bateau, mais qui se déplace à la vitesse d'un avion, et la légende dit même que Lindbergh aurait en partie réussi cette traversée de l'Atlantique grâce à l'effet de sol. En 1927, il volait très très bas. Enfin, en tout cas, on transporte 2 fois plus, 5, 6, 10 fois plus vite en consommant 2 fois moins de carburant, donc c'est très avantageux. Et là, pourquoi est-ce qu'on reparle de ça? C'est que les États-Unis, la DARPA, là cet été, vient d'ouvrir une sorte d'appel d'offres, un pré-appel d'offres pour un hydravion à effet de sol. C'est un concept en plus qui est demandé par les Marines, qui appelle à avoir quelque chose d'équivalent depuis des années. C'est une première aux États-Unis, mais en réalité, il y a une succession de projets soviétiques de toute la guerre froide sur les écranoplanes, les monstres de la Caspienne tels qu'on les appelait. À partir des années 60, il y a un appareil, le SM-1, qui a volé en 1961, puis ça a été le 2, le 3 jusqu'au 8, et en 1971, on a abouti au KM-1, 92 mètres de long, 10 turbomoteurs, 500 km/h, il volait entre 3 et 10 mètres d'altitude, il était capable de transporter jusqu'à 300 tonnes de charge utile sur un total de 544 tonnes, donc c'est absolument colossal. Encore derrière, ça aboutit aux écranoplanes de la classe Loon. Il n'y en a eu qu'un seul qui a été réellement assemblé et opérationnel, mais bon, c'est quand même un système, il allait à 500 km/h lui aussi, porté 2000 km, et il portait également 6 conteneurs de missiles anti-navires qui avaient une portée de 100 km. Avec l'effondrement de l'URSS, c'est la fin de ces grands programmes d'armement, mais par contre, la technologie, les projets civils continuent. Et on a vu très récemment, en 2015, en 2019, au salon MAX, qui est en gros le grand salon russe à Moscou, dans lequel il y a toutes les présentations des nouveautés, on a vu le Shaika 2. Un système qui permet justement de transporter, c'est le retour de l'écranoplane, et le Shaika 3 qui est ensuite derrière, encore plus gros, et lui il est même présenté avec 6 tubes lance-missiles, potentiellement le missile calibre avec ses 250 km de portée à Mach 2,9, c'est évidemment quelque chose qui fait quand même relativement peur. Et ce qui a étonné tout le monde, c'est dans un reportage télé qui est passé en 2019, on voit le Shaika 2 qui est opérationnel, qui a une rampe à l'arrière pour le chargement, et c'est probablement utilisé pour les forces spéciales. On a également découvert que la Chine aurait acheté en 2015 du Shaika 2, avec ses 3000 km de portée, et pour la Chine c'est pas réellement une surprise, puisque c'est depuis les années 60, ils essayent de développer ce type de système, sans réellement réussir, mais là, ils viennent de dévoiler en 2020 l'AG600, qui est un bombardier d'eau, mais la réalité, c'est qu'il peut transporter 50 passagers, il peut aller à 5000 km, et surtout, ça veut dire qu'il peut ravitailler n'importe quelle île des Spratleys en moins de 4 heures. Je vous rappelle, il y a toute cette grande zone maritime dans laquelle il y a des tensions très importantes dans la région, les îles Paracel et Spratly, qui sont revendiquées un peu par l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei, Taïwan, la Chine. La Chine veut, en fait, elle dit que tout est à elle, et il y a évidemment des grosses tensions dans cette région, notamment la Chine ramène même des blocs de béton pour faire naître de nouvelles îles, comme ça elle dit, bah tiens, ça aussi c'est ma zone maritime, et puis il y a des armements qui sont en train d'être mis à bord, des systèmes anti-navires, des systèmes anti-aériens, donc en face, ils veulent un petit peu s'armer. En tout cas, du côté des États-Unis, la DARPA avait déjà fait des analyses, et en 1994, ils avaient publié un rapport dans lequel ils voyaient l'avantage de ce type de système. Boeing a commencé à développer le Pelican Ultra, qui est un monstre pour le coup, 154 mètres d'envergure, 1270 tonnes de fret, une portée de 18 000 km, et 444 km/h. Alors il avait une version militaire, évidemment, on voit très bien son intérêt, il avait également une version civile pour transporter du fret, pour remplacer des bateaux, et il avait du coup 38 trains d'atterrissage qui étaient capables de le poser sur une piste classique. Le projet il a été abandonné en 2005, notamment parce que le développement était trop lent, et que l'armée américaine voulait acheter des systèmes qui seraient opérationnels dès 2014, donc il y en a d'autres qui lui sont passés devant, mais Boeing avait développé des brevets qui ont été déposés, et qui sont maintenant réutilisables, et notamment un élément intéressant
qui fait partie de ce nouvel appel d'offres, que cet écranoplane ne soit pas limité à voler avec l'effet de sol, qu'éventuellement il puisse voler beaucoup plus haut, notamment voler à 6000 mètres d'altitude. Le grand intérêt, c'est que même si effectivement on perd un petit peu en portée, en capacité opérationnelle, on évite aussi les grosses tempêtes. Alors là, dans cet appel d'offres, il faut être capable d'atterrir avec une mer 3, il faut que l'effet de sol soit possible jusqu'à des vagues qui fassent 6 à 9 mètres. Et puis, très clairement, l'avantage opérationnel, il est évident. On est invisible, on est furtif, on est indétectable au sonar, on ne peut pas se faire toucher par les torpilles, les satellites ne peuvent pas nous identifier. Alors d'habitude, les satellites voient très facilement les flottes de bateaux qui sont visibles dans la région. Donc c'est particulièrement adapté pour la zone Indo-Pacifique et notamment contre la Chine dans les Paracels Spratly. En tout cas, du côté de la France, côté militaire, il n'y a rien d'officiel. Par contre, on a la société Aqualines qui vient de s'installer au Pays Basque. J'ai rencontré il y a très peu de temps les directeurs. Voilà, ils vont développer ce système après avoir développé de la technologie pendant des années en Russie. Donc ce serait peut-être un projet franco-russe de ce côté-là, ça me ferait bien plaisir de voir qu'on avance dans la coopération avec les Russes. On passe chez Airbus avec le City Airbus de Next Generation qui vient d'être dévoilé. Vous savez, ces fameux drones taxis, 15 000 appareils devraient être en circulation aux alentours de 2035. Et on a partout dans le monde des commandes qui se multiplient avec des grands opérateurs qui commencent à en acheter. Donc Airbus vient de dévoiler son architecture qui est l'aboutissement de 2 projets. D'abord le projet Vahana qui, vous le voyez, avait plutôt des petites ailes avec un tilt rotor, c'est-à-dire les hélices qui pouvaient s'orienter à l'horizontale pour voler comme avec des moignons d'ailes. Et on avait ensuite le City Airbus, qui lui était plus une sorte de gros hélicoptère qui n'avait pas de capacité de portance. Le City Airbus Next Generation, il est vraiment la combinaison du meilleur des deux. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de décollage et d'atterrissage vertical, mais il optimise aussi les vols stationnaires et les vols de croisière grâce à ses ailes fixes. En termes opérationnels, il doit être capable de transporter 4 passagers, il sera 100% électrique évidemment, avec son empannage en V, et 8 hélices, avec une grande évolution également sur l'acceptabilité sociale. C'est que même pendant l'atterrissage, on est en dessous des 70 décibels, et en vol de croisière, en dessous de 65 décibels, donc c'est un niveau qui est tout à fait acceptable. Le premier vol du prototype, il devrait avoir lieu dès 2023, ce qui semble très rapide, mais en réalité, il y a beaucoup d'expérience qui a été accumulée avec les 2 prototypes précédents, qui ont déjà réalisé 242 essais, qui ont fait plus de 1000 km, et avec des modèles réduits de la simulation, ça permettra également de gagner beaucoup de temps. Donc là, certification et donc commercialisation prévue en 2025. C'est un petit peu après certains des concurrents qui vont un petit peu plus vite. Il y en a qui disent déjà 2023, Singapour, Los Angeles, Sydney, Vancouver. Il y a beaucoup de villes qui se lancent officiellement. 2024 à Paris. On verra en tout cas comment ça avance, mais c'est vrai que c'est assez excitant. On finit avec de la recherche pure, avec le supersonique silencieux, le X-59, qui reçoit enfin son nez. Vous regardez la taille du système, le nez fait 1/3 de la longueur du X-59, qui est donc développé par Lockheed Martin. Le but, c'est d'avoir un avion supersonique qui ne fasse pas le boom supersonique. Et ce système, qui s'appelle le Quiet Supersonic Technology, ou le QUEST, il a été développé par le département Skunk Works, qui par le passé a fait le U-2, l'avion espion qui volait à ultra haute altitude, plus haut que la portée des missiles soviétiques. Ils ont fait également le SR-71, cet avion mythique était capable de voler à Mach 3,3 et voler au niveau de vol 850. Le RQ-170, le drone, l'aile volante furtive qui a notamment permis la traque de Ben Laden. Donc tous ces systèmes-là, évidemment, sont développés toujours par une équipe très particulière, de systèmes très avancés. Ils vont certainement y arriver. L'objectif, c'est très clairement de pouvoir passer le mur du son, tout en réduisant le bang grâce à la longueur et à la forme du nez, qui va créer des ondes diluées avec un volume sonore au sol qui devrait être inférieur à 75 décibels. Donc là, leur objectif, c'est de faire des démonstrations qui sont prévues au profit de la FAA, donc les autorités de sécurité et de validation des avions aux États-Unis, pour permettre une autorisation de survol également sur les zones habité. Parce que vous vous souvenez que le Concorde en particulier, il ne pouvait survoler à haute vitesse que traverser l'Atlantique ou que les déserts, donc c'est particulièrement limité. Là, les retombées, a priori, évidemment, elles iraient pour le civil. On pense notamment à Boom Supersonic, qui développe son avion supersonique qui a déjà trouvé preneur, et également, pourquoi pas, le SR-72, le fameux drone hypersonique, qui est un descendant du Blackbird, dont le démonstrateur doit voler en 2023, et qui est également développé par Lockheed Martin. Voilà, voyons, on part un petit peu dans tous les sens. En tout cas, c'est ça qui est passionnant avec l'aviation. On a du civil, du militaire, de la technologie et des choses qui sont entre les deux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse avec Harry Cosmos.